Mesdames, Messieurs, donc, comme vous le savez, je vais vous entretenir des ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Namur. Je précise d'emblée, il n'entre pas dans mes intentions de vous faire une conférence érudite sur une étude approfondie de ces ordonnances, mais plutôt de vous présenter le comment et le pourquoi du volume qui vient d'être édité. Et c'est là, 1965 et 1974 sont parus deux volumes qui rassemblaient la législation du premier de nos ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi, et de son épouse Marguerite de Malle, les années 1381-1405. L'initiative en avait été confiée à Paul Bonenfant, professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui s'est fait assister par deux de ses élèves, John Bartier, qui fut lui aussi professeur à l'ULB, et André van Nieuwenhuizen, qui fut conservateur aux archives générales de Royaume. Mais ces personnes ayant disparu ou s'étant orientées vers d'autres tâches, on en est resté là après 1974. Le 22 mars 1982, par arrêté royal, j'étais moi-même nommé membre de la commission. J'en suis d'ailleurs actuellement le plus ancien membre en activité, mais pas le plus âgé. Et en fait, pourquoi m'a-t-on nommé à cette commission? Tout simplement, c'est ainsi qu'il faut le comprendre, parce que 4 ans plus tôt, en 1978, j'avais soutenu à l'Université catholique de Louvain, mais encore dans la vraie ville de Louvain, une thèse de doctorat en histoire, histoire du droit, consacrée à la législation des ducs de Bourgogne dans le comté de Hainaut. Et il est évident que cette perspective intéressait la commission. Elle m'a donc fait venir dans ses rangs, où j'ai rencontré notamment, pendant un certain nombre d'années, quelqu'un qui est bien connu dans ces murs, Cécile Douchamp-Lefebvre, qui avait elle-même été nommée à la commission en 1977. Et voilà, il est clair qu'on voulait me confier la suite de la publication des ordonnances bourguignonnes, et c'est ainsi qu'en 2001, j'ai publié le volume relatif au deuxième duc de Bourgogne, Jean sans peur. Mais là, évidemment, ça ne valait encore que pour le comté de Flandre et la seigneurie de Malines, puisqu'il ne gouvernait pas autre chose dans l'espace de la Belgique actuelle. En 2005, le promoteur de ma thèse à l'Université catholique de Louvain, Philippe Godink, ancien magistrat, historien du droit, allait s'atteler à la publication des ordonnances de Philippe le Bon en Brabant. En 2010, je publiais alors moi-même les ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Hainaut. C'était au fond, je dirais, les annexes de ma thèse. Et puis en 2013, un volume consacré à ce qu'on appelle les ordonnances générales, c'est-à-dire les textes concernant simultanément les différentes principautés des Pays-Bas, toujours pour le principat de Philippe le Bon. Et puis voilà maintenant qu'un nouveau volume est sorti de presse, Namur et Luxembourg. Je ne parlerai pas de Luxembourg parce que ce n'est pas de mes œuvres. Namur et Luxembourg ont été regroupés dans un même volume pour une question d'échelle. Pour ma part, les ordonnances de Namur étaient déjà prêtes en 2018 et auraient pu paraître plus tôt, mais le Luxembourg n'avait pas suivi au même rythme. Et puis, évidemment, il y a eu des années difficiles dont je ne rappellerai pas la teneur, mais voici que fin 2023, le volume a été publié et qu'on peut maintenant l'avoir en main. Voilà donc en ce qui concerne la perspective, l'œuvre de longue haleine dans laquelle se situe ce volume. Deuxième point, donc un petit rappel sur l'accession de Philippe le Bon au pouvoir dans le comté de Namur. Philippe le Bon est déjà duc de Bourgogne, comte de Flandre, comte d'Artois, seigneur de Malines. En 1421, il acquiert une principauté de plus
dans ce que j'appellerais la constellation des Pays-Bas, le comté de Namur, en terre d'empire. Il l'achète, comme vous le savez bien sûr, à Jean III, le dernier comte de la lignée des Dampierre, qui était en possession du Namurois, cette lignée depuis que Guy Ier l'avait lui-même acquis en 1263. En fait, Jean III, arrière-petit-fils de Guy Ier, ne gouverne à Namur que depuis la mort de son frère aîné Guillaume II, sans postérité, en 1418. Déjà sexagénaire, il ne laissera lui-même aucune descendance, en tout cas légitime. Nous sommes à une époque où la conjoncture militaire et la conjoncture financière ne sont pas très bonnes. Conjoncture militaire, menace permanente du côté des Liégeois. Conjoncture financière, héritée par Jean III de ses pères et frères dépensiers. Alors cette situation, eh bien, elle convainc Jean de monnayer sa principauté. Il cède la nue propriété et l'administration à Philippe le Bon, mais il en garde l'usufruit en viager. Et par le fait même, il en garde le titre comptable. En 1421, Philippe le Bon arrive dans le Namurois pour le gouverner, mais il n'en est pas compte. Quand je dis propriété, c'est une manière de s'exprimer, puisque pas plus que ses voisins dans l'ancienne Lotharingie, le comte de Namur n'est souverain en droit. Sa terre est tenue en fief immédiat ou en arrière-fief. C'est discuté du vrai souverain, le monarque de l'Empire, qui, depuis belle lurette déjà, n'a plus grand-chose à dire en Namurois. L'un des historiens les plus autorisés du comté, qui fut d'ailleurs mon maître à l'Université catholique de Louvain, l'immense, dirais-je, Léopold Génicot, ne reconnaît guère aux Namurois en ce début de XVe siècle, je le cite, qu'une physionomie typique de grande seigneurie. Mais il ne faut pas voir là une marque de dévalorisation. Le Namurois a son organisation, a sa cohésion, et très vite, Philippe le Bon, qui prend les affaires en main, même si Jean III est encore là, Philippe le Bon prend plusieurs engagements touchant l'union personnelle irréfragable, union personnelle, c'est-à-dire non pas fusion de territoire, mais communauté de princes, du comté de Namur et du comté de Flandre. Il s'engage à maintenir les privilèges, il promet, lorsqu'il sera comte, de prêter le serment requis, et c'est tout cela d'ailleurs qui nourrit les premiers textes du corpus rassemblés dans le volume. Notez que si vous cherchez dans ce volume l'acte de vente du comté de Namur en date du 16 janvier 1421, vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas parce que ce n'est pas un acte princier. Il ne répond pas, et je vais venir à ce point, aux critères des ordonnances. Pour la bonne raison que cet acte de vente a été signé par non pas les deux princes, mais des procureurs des deux princes. Mais il importe, hein, cet acte était tout à fait valable. Jean III s'est d'ailleurs empressé de le confirmer. Et les premiers textes de Philippe le Bon relatifs au comté de Namur vont donc porter évidemment sur, je dirais, la définition même de cette acquisition, en même temps d'ailleurs que le comté de Namur, mais je ne m'y attarde pas. Philippe le Bon acquiert et le notifie quelques terres annexes, en particulier la terre et prévôté de Poil-Vache qui avait été jadis achetée par une comtesse de Namur, la seigneurie de Béthune qui avait été cédée par le duc de Bourgogne Philippe le Hardi à Guillaume II, au comte de Namur Guillaume II, puis encore d'autres terres que Jean III possède en Flandre et en Artois. Bon, je n'y insiste pas, mais je le signale quand même parce que c'est l'occasion pour Philippe le Bon d'entrer ainsi en possession d'un certain nombre de petites terres qui constituaient des enclaves dans les possessions qu'il avait déjà, la Flandre, l'Artois. Au cours des négociations
préalable à la vente du comté, on ne manquera pas de souligner les liens naturels unissant le Namurois à la Flandre. Et Jean III, d'ailleurs, s'intitule volontiers dans ses actes « Jehan de Flandre ». N'oublions pas donc qu'il est issu de cette maison de Dampierre qui a régi aussi le puissant comté de Flandre durant plus d'un siècle, depuis le bisaïeul de Jean III, donc Guy Ier, jusqu'au bisaïeul de Philippe le Bon, Louis de Marle. Jean porte les armes de Flandre, et je citerai simplement dans un des textes de l'époque, décembre 1420, ce qu'il note pour justifier la vente: nous semble plus raisonnable de faire retourner nos héritages à ceux de qui nous sont venus que à autres seigneurs étrangers, de manière ainsi à souligner les liens traditionnels de sa famille avec la Flandre et donc avec le duc de Bourgogne, qui est maintenant le détenteur de ce comté de Flandre. Évidemment, on dit duc de Bourgogne, mais ce n'est pas en tant que duc de Bourgogne, vous l'avez compris, c'est en tant que comte de Flandre que Philippe le Bon se porte acquéreur. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que nous disposons, et ils sont reproduits d'ailleurs dans le volume, nous disposons de 5, en réalité 4. Vous allez comprendre pourquoi je dis 5, en réalité 4, de 5 originaux, ce qui est extrêmement rare, du même texte, du même acte. Le premier acte de Philippe le Bon pour le comté, qui est l'acte dans lequel il s'engage donc solennellement à respecter les privilèges et plus tard à prêter serment. Un exemplaire se trouve ici même dans ce bâtiment aux archives de l'État à Namur, un autre dans le chartrier communal des archives de Gand, un autre encore dans le chartrier communal des archives de Bruges, un dans le chartrier des archives du Franc de Bruges. Voilà 4, il y en avait un 5e, malheureusement celui-là, il était dans le chartrier communal d'Ypres et il a été évidemment complètement anéanti comme l'ensemble des archives yproises en 1914. Mais donc, 5 exemplaires. Et je le répète, on a pris la peine de reproduire les 4 exemplaires restants. Alors pourquoi? Bon, un exemplaire à Namur, on comprend pourquoi. Eh bien parce que, justement, la ville de Gand, la ville de Bruges, la ville d'Ypres et le Franc de Bruges constituaient ce qu'on appelait les 4 membres de Flandre, c'est-à-dire véritablement, avec le comte, les piliers du pouvoir dans le comté de Flandre. Et effectivement, ces 4 membres sont invoqués par Philippe le Bon comme garant de la bonne exécution de l'achat qu'il vient d'effectuer. Je signalerai encore, pour terminer avec cette introduction, disons, historique sur l'arrivée de Philippe le Bon, je signalerai encore que dans un de ses premiers textes qui arrive très tôt, puisque c'est déjà en 1421, Philippe le Bon s'engage donc à prêter le serment inaugural dans un délai d'1 an à compter du jour où son cousin, Jean III, sera décédé. Vous allez me dire, c'est très curieux, ça, il veut hâter la fin des jours de Jean III. Non, mais Jean III, voilà, bon, il est âgé sans doute, mais c'est encore lui le comte, et d'ailleurs il vivra encore 8 ans, mais donc, à partir du moment où Jean III sera décédé, Philippe le Bon deviendra le comte en titre, et à ce moment-là, il prêtera donc un serment comtal. Et donc, il s'engage à le faire le jour même où son cousin décédera, mais l'intérêt de ce texte, souligné d'ailleurs déjà, ce n'est pas une découverte de ma part, par les historiens namurois, c'est que c'est le premier texte princier dans lequel il est fait explicitement mention des 3 États. Les 3 États du comté de Namur, identifiés comme étant gens d'Esglise, nobles et bonne ville du pays. Et alors là, c'est évidemment quelque chose qui est très important dans l'exercice du pouvoir à l'époque, c'est la dimension contractuelle du pouvoir. La mention des 3 États vient indiquer en quelque sorte qu'il y a de la part
des représentants des sujets une forme d'agréation de la vente du comté. Et les historiens namurois soulignent, bien entendu, à juste titre, que nous avons là, en quelque sorte, l'acte de naissance de ce rouage qu'on appelle les États, que l'on connaissait déjà dans d'autres principautés, en Flandre, en Hainaut, en Brabant, mais qui n'avait pas encore vu le jour dans la petite principauté namuroise. Et bien, à présent, donc, c'est vraiment chose faite. J'en viens au troisième point que je vous ai annoncé, et il ne demande pas de très long développement, mais il est indispensable. Vous pouvez vous poser la question, bon, ben oui, là on voit ordonnance, et alors, c'est tous les actes de Philippe le Bon, c'est un corpus des actes de Philippe le Bon. Non, il y a des critères qui permettent de définir les ordonnances, c'est-à-dire les textes de portée législative. N'allons sûrement pas rechercher les critères à utiliser pour la sélection des textes dans la terminologie du temps. La terminologie du temps, je dirais qu'elle est arbitraire, elle ne nous apprend rien. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de donner une définition cohérente à partir de critères d'aujourd'hui appliqués avec toute la prudence requise à un corpus d'autrefois. Ces critères, eh bien, ils sont 4, je les énumère rapidement. Primo, une autorité compétente. Il faut que ce soit des textes émanant du prince territorial, en l'occurrence Philippe le Bon. Parce qu'il y a d'autres textes de portée législative, il y a d'autres textes qui fixent des normes émanant des villes, des autorités des villes, Mailleur et Chevin, émanant des seigneurs du pays, des féodaux, émanant tout simplement peut-être aussi d'officiers sans référence au prince. Il faut cette référence. Secundo, un champ d'application. Et là, disons qu'au fil des années, dans mes travaux de recherche et mes travaux d'édition, j'essaie de définir cela comme étant la nécessité d'avoir une généralité. Une généralité, ça veut dire des textes qui sont applicables à tous les habitants, à l'ensemble du territoire de la principauté ici namuroise. Mais si on s'en tient à la généralité, on n'aura pas beaucoup de textes, parce qu'il y a relativement peu de textes qui s'appliquent simultanément à tous les sujets de la principauté. Il faut donc prendre en considération aussi ce que, influencé en cela par la littérature érudite allemande, j'appelle des généralités, c'est-à-dire des collectivités structurées, une ville, un village, un métier, une confrérie. Donc, il y a une législation pour le comté de Namur dans son ensemble, mais il y a aussi une législation pour la ville de Namur, ou pour telle ville, ou pour telle autre. La généralité et les généralités. Mais il faut que ce soit des communautés structurées. Il ne suffit pas que ce soit, par exemple, une abbaye, ou simplement un petit groupe d'amis qui demandent un privilège au prince. Tertio, troisième critère, il faut être en présence d'un objet de droit, c'est-à-dire d'un droit qui est établi, d'un droit qui est fondé. Ça ne peut pas être quelque chose de purement passager, de purement accidentel. Je prends un exemple, un texte qui place une forêt sous l'autorité d'une ville, eh bien, a une valeur d'ordonnance, a une valeur législative, crée une norme. Par contre, un texte qui accorde à une ville, parce qu'elle a subi des destructions ou qu'elle a de grands travaux, qui attribue à une ville un certain nombre d'arbres pris dans une forêt, là, évidemment, ce n'est pas une norme, c'est un acte de pure circonstance. Ce ne sera pas retenu. Donc, un objet de droit bien établi. Quarto, une certaine pérennité. Pérennité ne veut pas dire perpétuité. On sait très bien que même si par la suite, il y a des textes qu'on a appelés édits perpétuels, notamment au XVIe, XVIIe siècle, aucun mois
n'est destiné à être perpétuel, mais pérennité. Il faut que cela dure. Donc si je résume les critères, j'ai l'habitude de le faire en deux formules. Les ordonnances, il faut une généralité et une permanence. Les ordonnances, il faut que ce soit des décisions générales créatrices de droit. Voilà ce que l'on trouve dans les volumes d'ordonnances et forcément ce que l'on n'y trouve pas. Les lieux de conservation. Mais d'où viennent ces textes? Quels sont les fonds et les collections d'archives qui les livrent? Vous devinez, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, ou en tout cas un élément très important de l'intérêt de la constitution d'un tel corpus, la tradition qui livre les textes est fort disparate. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des textes intéressants, sinon partout, en tout cas dans de nombreux lieux. Bon, d'abord, l'idéal, évidemment, c'est de mettre la main sur des originaux qui, en l'occurrence, seront des actes scellés du duc. Mais, évidemment, on n'a pas toujours cette chance. Il faut travailler aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des copies qui, elles, ne sont pas toujours des meilleures. Alors, je dirais que tous les fonds namurois, et quand je dis namurois, aussi bien les fonds se rapportant au comté que les fonds se rapportant à la ville capitale, ont été passés au crible, ont été dépouillés, ici même, dans ce bâtiment où ils sont conservés. En dehors, bien sûr, que de celui de Namurville, j'avais malheureusement à ma disposition très peu, pour ne pas dire pas du tout, à une exception près, Bouvigne, de fonds locaux qui étaient susceptibles de me fournir de nombreux textes. Donc évidemment, lacunes insurmontables, particulièrement sur le plan local, parce que les archives, si on ne les a pas, on ne peut pas les inventer. Mais donc, il y a ici, dans ces archives namuroises qui, heureusement, ont beaucoup moins souffert que, par exemple, les archives de mon comté natal de Hainaut, qui ont subi beaucoup d'avanies, et en particulier l'incendie du dépôt des archives de l'État à Mons en 1940. Contrairement à ce qui se passe là, à Namur, finalement, on a conservé pas mal de choses, mais il ne faut pas se limiter, évidemment, à ce qu'il y a ici ainsi, et j'en dirai un mot dans quelques minutes. Toute la documentation, et elle est importante, se rapportant aux monnaies, à la législation, à la réglementation monétaire, eh bien, ce n'est pas à Namur qu'il faut la chercher. Il faut la chercher à Lille, aux archives départementales du Nord, dans l'immense fonds de la Chambre des comptes de Lille, qui est une institution princière, compétente pour le contrôle de la gestion des principautés de Philippe le Bon, enfin du moins de certaines d'entre elles, et notamment le namurois. Alors c'est là que les textes monétaires sont relativement foisonnants. Tous les chercheurs, je dirais, n'ont pas cette chance, n'ont pas cet avantage. Pour l'édition donc parue en 2001 des ordonnances flamandes de Jean sans Peur, j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin et je me suis rendu finalement dans une quarantaine de lieux de conservation d'archives, aussi bien en Belgique que dans le nord de la France et même encore un peu plus loin. Pour le Hainaut, j'avais aussi une certaine dispersion. Voilà, pour Namur, un avantage, la principauté étant bien tracée, eh bien, j'ai trouvé sur place et à Lille l'essentiel de ce qui était destiné à alimenter ma corbeille. Voilà donc pour ce qui concerne les lieux de conservation, donc une documentation namuroise qui est assez conséquente. Alors, j'en viens maintenant au contenu, et je vous l'ai dit, et c'est le cinquième point que je vous ai annoncé, je voudrais dire un mot tout particulièrement des textes monétaires. En effet,
l'ensemble de mon corpus, vous le constaterez si vous feuilletez l'ouvrage, comprend 65 textes, 65 unités. Bon. Et parmi ces 65 textes, ceux qui se rapportent aux monnaies s'adjugent la part du lion. 23 de ces textes sur 65 se rapportent aux monnaies. Dans ces textes d'ailleurs, il faut bien distinguer une typologie. Il n'y en a véritablement que 3 que l'on peut identifier comme étant des ordonnances à part entière, c'est-à-dire critères des textes qui ont été portés à la connaissance du public. Alors les autres, eh bien les autres, donc, puisqu'il y en a 3 qui sont de véritables ordonnances, forcément, sur les 23, il y en a 20 autres, ce sont d'abord 5 commissions, des commissions qui sont données à des maîtres de la monnaie pour faire fonctionner l'atelier monétaire où l'on bat monnaie à Namur. Alors, on dira, ah oui, mais les commissions ne sont pas strictement parlant des ordonnances, ce ne sont pas des textes de loi puisqu'elles concernent des particuliers. Mais j'estime qu'il faut les assimiler aux ordonnances dans la mesure où dans ces commissions, il y a des données pratiques extrêmement précises sur les caractères, sur les composants de ces monnaies qu'il faudra frapper. Et alors justement, ces personnes, maîtres des monnaies, qui reçoivent une commission, sont en plus pourvus de ce qu'on appelle les instructions. Et là, évidemment, c'est le gros morceau dans ces textes monétaires. Donc, ce ne sont pas moins, encore une fois, 5 commissions, 3 ordonnances, au total 23 textes. Bien, ce sont donc le reste de ces textes qui sont des instructions extrêmement riches en données sur les frappes. Très très peu sur le cours des espèces, parce que le cours des espèces c'est une affaire de marché beaucoup plus qu'une affaire de normes princières. Mais l'on sait à ce moment-là à peu près tout sur ce qui devait être et ce qui fut effectivement frappé dans le Namurois. Maintenant, attention, les textes monétaires en question ne concernent que les débuts du principat de Philippe le Bon. 1421, même s'il n'est pas encore contre, je vous le rappelle, c'est lui qui gouverne, 1434. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Maintenant, durant ces années, 1421, 1434, le corpus de textes nous montre que la vie de l'atelier namurois a connu une certaine effervescence. Durant cet espace de 13 ans, ce ne sont pas moins de 7 maîtres qui ont été mis au travail. Et ce qui est intéressant, sans entrer dans des détails trop techniques, c'est que la production monétaire namuroise, et je parle ici de la production des monnaies d'or, il y a aussi des monnaies d'argent et des monnaies dites de cuivre ou de billon, bon, je n'y insiste pas, mais les monnaies d'or, qui sont évidemment les plus importantes, fournissent un véritable reflet de l'expansion territoriale de l'autorité de Philippe le Bon. En effet, entre 1421 et 1426, on va frapper à Namur le noble, qui est une espèce spécifique de Philippe le Bon, qu'il a hérité de son père Jean sans Peur et qui était réalisé déjà depuis un certain nombre d'années dans le comté patrimonial par excellence, le comté de Flandre. À partir de 1426, changement de type. Ce n'est plus à ce moment-là le noble que l'on frappe, c'est ce qu'on appelle le clincard, dit aussi de Hollande ou de Dordrecht, où se trouvait le principal atelier monétaire hollandais. Alors comment cela se fait-il? Mais justement, 1426, c'est l'époque où Philippe le Bon est en train, dans son œuvre d'expansion territoriale, de mettre la main sur les principautés du Nord, la Hollande, la Zélande, en même temps d'ailleurs que le Hainaut, qui appartiennent à sa cousine Jacqueline de Bavière, qui ne va pas tarder à dégommer. Il adopte donc à ce moment-là un type hollandais qui lui convient. Et puis à partir de 1430,
Nouveau changement. Nous voyons alors intervenir un type monétaire qui s'appelle le piètre ou Peter, la monnaie de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre est figuré sur la monnaie, et qui là est un denier d'or du duché de Brabant. Et c'est en 1430 précisément que Philippe le Bon est devenu l'héritier du Brabant. Donc vous voyez en quoi l'évolution de ces types à Namur donne une belle idée, à travers les textes disponibles, du développement de l'expansion territoriale des ducs de Bourgogne, avec ces différentes principautés qui vont tomber dans son escarcelle. Vous allez me dire, et alors à partir de 1434, c'est terminé? Non. L'atelier monétaire de Namur demeurera en activité, quoique de façon beaucoup plus modeste, et puis cette activité s'arrêtera, mais alors on y frappera, comme dans les autres ateliers dépendant de Philippe le Bon, un nouveau type commun à l'ensemble des Pays-Bas. C'est le début de l'unification monétaire dans les Pays-Bas. Ce sera le denier dit cavalier Rieder ou encore Philippus, du nom même du duc, et qui sera pendant un certain nombre d'années la monnaie de référence. Mais là, évidemment, il n'y aura plus de texte namurois particulier se rapportant à cette frappe, et ce seront alors des ordonnances et des instructions générales qui régleront la frappe monétaire. J'en viens donc au dernier point, mais qui est aussi par la force des choses le plus fourni et qui pourrait l'être beaucoup plus encore que ce que je vais vous en dire, c'est-à-dire quelles sont les, en dehors des monnaies que j'ai mises à part, et vous avez compris pourquoi, quelles sont les matières adoptées par Philippe le Bon, traitées par Philippe le Bon et ses services à travers les ordonnances. Je l'ai déjà dit, à l'exception des textes monétaires, peu d'ordonnances sont applicables en bloc à tout le comté. Au total, sur mes 65 textes, il y a les 5 premiers textes relatifs à l'accession de Philippe le Bon au comté, une promesse concernant les privilèges, concernant le serment, et pour le reste, moins de 10 autres. Ce qui n'est pas grand-chose. Ça veut dire que des textes rapportant à la généralité du comté de Namur, il n'y en a au total, hors monnaie, qu'une quinzaine. Les autres, vous allez le voir d'après les exemples, ils concernent telle ville ou ils concernent telle catégorie, telle généralité parmi d'autres. Maintenant, est-ce que à travers ce corpus, en parcourant ce corpus, on peut se faire une idée de la conjoncture en namurois durant les années 1421, 29, 1467, la mort de Philippe, couverte par le principat du duc de Bourgogne. Je dirais que, dans une certaine mesure, oui, de façon souvent épisodique, sauf pour la fin du principat. La fin du principat, c'est-à-dire les années de la décennie 60. En effet, sur 42 textes non monétaires, je rappelle, nous en avons 14, donc c'est-à-dire le tiers, qui se situent dans les seules années 1461-1466. Et lorsqu'on parcourt ces textes, on voit très vite les références, plus ou moins directes, qui sont faites au pays de Liège, et tout particulièrement aussi, je ne vous apprendrai rien, à la ville de Dinan. La conjoncture est une conjoncture conflictuelle, et bientôt d'ailleurs militaire dans les toutes dernières années du gouvernement de Philippe le Bon. En effet, c'est dans ces années, durant ces années, que l'on voit entre autres un texte qui interdit au sujet namurois, d'une manière ou d'une autre, d'aller ester devant des cours liégeoises. Nous voyons aussi la publication en namurois d'un traité qui pourtant n'a pas de rapport direct avec le comté,
le texte du traité de Saint-Tron. Le traité de Saint-Tron est un traité qui a été imposé au pays de Liège en décembre 1465, suite à la défaite militaire liégeoise de Montnaken, infligée aux troupes liégeoises par Charles de Charolais, le fils de Philippe le Bon, c'est-à-dire le futur duc Charles le Hardi ou le Téméraire, si vous préférez. Donc, vous voyez, voilà deux exemples de textes où les affaires liégeoises viennent imprégner la législation applicable en Namurois. Mais surtout, nous avons une série de textes qui vont se rapporter à la production et au commerce des ouvrages de cuivre. Cela commence déjà dans les années 50 par une concession d'exploitation d'herlières, c'est-à-dire, vous savez, ces carrières productrices d'une terre plastique servant à la céramique, concession au profit des batteurs de bouvignes. Ici, c'est un métier qui profite véritablement d'un document qui est une ordonnance. Puis, nous avons aussi une défense d'importation de produits étrangers en termes d'ouvrages de cuivre, afin de protéger la production de bouvignes et d'ailleurs aussi celle de Dinan. Celle de Dinan qui n'est pas une production namuroise, qui est liégeoise, mais dont la qualité est telle que Philippe le Bon prend soin dans le Namurois de bien veiller à ce que cette production ne soit pas imitée. Et le texte est intéressant dans la mesure où il fait valoir que s'il faut défendre la production de bouvignes, la production de Dinan contre les importations étrangères, c'est parce qu'il existe à Bouvignes et à Dinan des règlements que l'on ne connaît pas ailleurs et qui sont des gages de qualité. Par exemple, dans ce texte d'ordonnance, on critique des batteries de fondation plus récentes, telles que celles de Huy, qui n'atteignent pas la même qualité de production que Bouvignes et Dinan. Je vois aussi un texte dans lequel on précise un point des statuts des batteurs de Bouvignes touchant la restriction d'accès à la maîtrise. On ne peut pas librement, dit le duc, accéder à la maîtrise au sein de la batterie de Bouvignes. Alors, c'est intéressant, une motivation qui revient souvent dans les ordonnances pour les justifier, c'est une disposition qui est prise pour le bien de la ville. Une législation, ça doit être produit dans l'intérêt commun, le bien de la ville. Et on s'empresse d'ajouter que le bien de la ville, c'est aussi évidemment le bien du duc. Vous savez que la ville de Dinan a subi un triste sort lorsque, le 25 août 1466, elle a été, comme dit un texte, détruite et démolie. Évidemment, ce ne sont pas des termes suffisamment forts pour rendre la réalité. Seulement voilà, d'emblée, un mois après la destruction de la ville, voici une ordonnance dans laquelle il est dit que certes la ville de Dinan a-t-elle été conquise, soumise, mais les batteurs de cuivre qui travaillent à Dinan sont de bonnes gens. Au contraire d'autres métiers, ils sont disposés à s'amender. Il faut donc qu'on les autorise à s'installer à Namur et à Bouvignes pour y continuer leur ouvrage, puisque évidemment leur ville, elle n'est plus grand-chose, avec pour condition de prendre la bourgeoisie de Namur ou de Bouvignes et de faire un serment d'allégeance au duc. Vous voyez donc, encore une fois, comment des dispositions légales sont ici arrêtées. À la même époque, eh bien, un texte vient ériger un métier des batteurs à Namur. Et deux choses intéressantes à signaler à propos de ce texte. Tout d'abord, contrairement à la plupart des actes ducaux qui sont scellés de cire rouge sur lac de soie, sur double queue de parchemin, donc cire rouge sur double queue de parchemin, le texte érigeant le métier des batteurs de Namur est scellé quant à lui de cire verte sur des lacs de soie, ce qui marque une plus grande solennité,
une importance de l'acte. Cette création donc du métier des batteurs de Namur est extrêmement importante aux yeux de Philippe le Bon, c'est la première chose qu'il faut souligner. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des réminiscences historiques dans ces textes. On ne rappelle pas seulement des événements récents concernant évidemment la destruction de Dinan, mais on rappelle que depuis 1431, eh bien, les Liégeois sont extrêmement embêtants pour le Namurois, qu'ils y mènent des expéditions, et que de ce fait-là, la ville de Namur a beaucoup souffert, elle s'est appauvrie, elle a été dépeuplée, elle a vu son activité commerciale mise en question, et qu'il est temps évidemment de tout remettre en ordre, et la création d'un métier des batteurs doit en être un élément. D'ailleurs, après la création elle-même, vient un mois plus tard une autre ordonnance donnant des statuts aux batteurs. Mais en somme, c'est une ordonnance complémentaire, et ce qu'il indique, c'est qu'ici, ce n'est plus la cire verte sur l'acte de soie, mais c'est tout simplement la cire rouge sur double queue de parchemin qui est utilisée. Vous voyez qu'il y a là, évidemment, des indices de l'importance respective des textes. Enfin, toujours dans la même optique, dans ces années, un des derniers actes de Philippe le Bon pour le Namurois, eh bien, c'est la création d'une franche foire à Bouvignes, franche foire qui se substituera à celle de Dinan, qui dorénavant, évidemment, ne pourra plus se tenir dans une ville d'ailleurs quasi inexistante. Je voudrais dire aussi, j'aurais déjà pu le signaler plus tôt, parce que cela vaut pour d'autres textes, mais en particulier pour ceux-ci, qu'il ne faut pas croire que j'ai sorti ces textes du néant. Oui, bien sûr, ils figurent dans les archives, mais un certain nombre d'entre eux ont déjà fait l'objet d'éditions antérieures. Et je dois dire qu'à cet égard, ce n'est pas le cas dans toutes les principautés, ce n'est pas le cas, par exemple, dans le Hainaut ni en Flandre. Namur a bénéficié dès le XIXe siècle des travaux d'édition d'excellents érudits. Et j'en citerai trois ici pour ce qui me concerne tout particulièrement: Borgnet, Bormans, et puis, début du XXe siècle, Brouwers. Et il existe, certains d'entre vous les connaissent sans aucun doute, des publications en plusieurs volumes qui s'appellent Cartulaire de Namur, Cartulaire de Bouvignes, dans lesquels un certain nombre de ces textes figurent. Évidemment, je les ai repris, je les ai collationnés sur les originaux ou les copies disponibles, mais je profite tout de même de la circonstance, et ce n'est que justice, pour rendre hommage à la qualité des travaux de ces érudits namurois, dont en particulier la lecture des textes était quasiment impeccable. Mais évidemment, pas parce qu'ils étaient édités déjà, il ne fallait pas les reprendre. Il est beaucoup plus commode d'avoir tout sous la main, mais il faut rendre hommage à ses propres prédécesseurs. Alors, voilà, je vous ai parlé ici de tout un pan de dispositions dans les années 60 en rapport avec la conjoncture. Globalement, si on envisage l'ensemble des textes qui figurent dans le corpus, qu'est-ce qu'il y a avant tout comme thématique dominante? Eh bien, la thématique dominante, et d'ailleurs vous l'aurez déjà compris, rien que pour ceux dont je viens de vous parler, c'est l'économie et la fiscalité. Beaucoup d'ordonnances sont en rapport avec la fiscalité, ce que donc les sujets du Namurois, ce dont les sujets du Namurois sont redevables, et puis aussi donc avec le commerce. Alors, du côté de la fiscalité, il y a tout d'abord une série de textes qui, dans les années 30, ont été accordés par Philippe le Bon, et là, à l'ensemble des habitants du comté, exemptant ceux-ci de l'acquittement de certaines rentes dues au domaine. C'est à considérer comme ordonnance, puisque ça fixe véritablement un principe. Et je ne vais pas entrer dans l'énumération de ces textes, j'en connais 4 qui se sont succédés
à intervalles réguliers entre les années 1430 et 1438, mais ces textes sont intéressants parce qu'ils comportent toujours quelques lignes sur la situation du comté. Évidemment, ça reste vague. Ça reste vague et évidemment, quand on accorde une exemption de paiement, il faut bien dire que c'est mérité. Et l'on trouve alors dans ces textes des allusions plus ou moins générales, encore une fois d'ailleurs, déjà vu tantôt, à propos d'autre chose, aux destructions que le comté a subies, toujours du fait des incursions liégeoises, au dépeuplement que des villages ont pu connaître. Et justement, c'est l'occasion pour le duc de Bourgogne, comme doit le faire un bon législateur, de montrer qu'il intervient dans l'intérêt de ces sujets. Il dit, voilà, il faut relever le comté, le relever aussi bien dans son habitat que dans ses cultures, et il faut le repeupler. Outre les incursions liégeoises, on fait allusion aussi, ce qui reste très classique, à des mortalités, c'est-à-dire à des épidémies qui ont contribué également à dépeupler les campagnes. Vous savez que périodiquement, les épidémies ne faisaient pas défaut. En 1431, Philippe le Bon va aussi promulguer une ordonnance qui a été bien étudiée par Léopold Gélicourt, déjà cité tout à l'heure. C'est l'abolition du droit de formorture. Le droit de formorture, vous pouvez entrer dans les détails, c'est un de ces nombreux droits seigneuriaux qui étaient en usage à l'époque, qui portaient ici sur les biens des sujets décédés qui étaient dévolus pour une part, en tout cas, à leur seigneur. Et donc, Philippe le Bon, là, va prendre une mesure d'abolition de ce droit de formorture, tout en précisant, il faut faire en l'occurrence, que la suppression d'un droit n'implique pas la suppression des autres. Et donc, c'est sans préjudice des autres obligations qui pouvaient peser sur les gens du plat pays, puisque la formorture s'imposait dans le plat pays et non pas dans les villes. C'est sans préjudice que cette mesure est arrêtée. Et là encore, évidemment, vous devinez que les mêmes arguments sont toujours utilisés, le dépeuplement, les effets des guerres, et permettre justement au comté, s'il en est besoin, de se redresser. Alors, dans ces mesures fiscales aussi, les plus fréquentes, ce sont les octrois que le prince accorde aux villes pour percevoir des impôts. Et ces impôts-là sont des impôts, nous qualifierons aujourd'hui d'indirects, portant sur la consommation. C'est ainsi que dès 1431, donc peu de temps après son accession à la dignité comtale, Philippe le Bon va accorder aux autorités de la ville de Namur, pour une durée de 20 ans, exceptionnellement longue, la capacité de percevoir des droits sur les boissons, sur le moulage des grains, et ce, précise-t-on, afin d'entretenir et d'améliorer les fortifications de la ville. C'est souvent à cela que doivent servir ces impôts que l'on accorde aux autorités communales, la défense, l'amélioration de la défense de la ville. On dit notamment que les remparts, et le texte parle de la neuve fermeté, doivent être achevés. Et ces textes ne se contentent pas évidemment d'accorder ainsi une capacité fiscale à une ville, mais on y règle aussi la procédure d'administration. Ainsi, dans ce texte de 1431, le duc spécifie-t-il qu'il faudra que des commis soient désignés et soient responsables à l'égard de la ville. En 1441, c'est Bouvigne qui bénéficiera de la même manière d'un octroi pour une durée de 12 ans. Et là encore, il est question des boissons, il est question des fortifications, et on ajoute aussi, Bouvigne, en plus, c'est une ville qui se trouve sur la frontière du comté. Évidemment, Dinan n'est pas loin. Et ça, c'est un argument de plus pour dire, attention, voilà,
des moyens à donner pour permettre à une ville qui se trouve en un lieu stratégique de pouvoir entretenir, en l'occurrence, ses défenses. D'autres octrois seront accordés par la suite. Souvent, il y a une continuité, c'est-à-dire lorsque le terme pour lequel les impôts ont été accordés se trouve échu, eh bien, on renouvelle, et ça permet aussi de repérer, il y a plusieurs cas dans le recueil, des textes qui ont disparu, mais dont l'existence peut être déduite de la mention que l'on trouve dans d'autres textes qui les ont en quelque sorte relayés. Alors, je vous l'ai dit, et je termine par celle-là en ce qui concerne l'économie et la fiscalité. En octobre 1466, Philippe le Bon accordera donc, là, pas si fréquent, une foire à la ville de Bouvignes pour 10 ans, notez-le bien, pour 10 ans. Et là, il est clairement dit dans ce texte, on ne dissimule pas que, puisqu'on a fait un mauvais sort à Dinan, eh bien, ce sera l'occasion pour Bouvignes de récupérer, si j'ose dire, la clientèle de la foire abolie de Dinan. Alors, la dernière chose que je soulignerai, c'est un texte très particulier, mais qui est révélateur d'un point que l'on rencontre de temps à autre dans les ordonnances. Ordonnance, c'est la législation. À côté de la législation, et bien antérieurement à elle, il y avait les coutumes, les textes coutumiers, qui eux ne sont pas des textes prescrits par une autorité, mais qui résultent d'une longue pratique. Et il arrive que justement une loi soit destinée à remettre un peu d'ordre dans des coutumes, à redresser des usages coutumiers qui ne sont plus jugés adéquats. Et il y a un très beau cas. Un très beau cas, c'est en 1435, où une ordonnance de Philippe le Bon vient corriger une coutume. Il y avait une coutume que l'on appelait le plein à touche, qui était pratiqué devant les échevins de Namur, et qui remontait, vous savez, comme les coutumes, sinon à la nuit des temps, en tout cas à un très lointain passé. Lorsqu'une personne faisait l'objet d'une plainte devant les échevins de Namur, pour répondre à cette plainte donc formulée, disons, par un demandeur, la personne qui devait répondre, c'est-à-dire le défendeur, était tenu de répondre exactement dans les termes qui avaient été utilisés par le demandeur. Contrer la plainte, mais en utilisant le même vocabulaire, mot à mot. C'est une coutume qui peut nous paraître bizarre. Enfin, beaucoup de coutumes étaient bizarres, et il était bien spécifié dans cette coutume que si le défendeur ne reprenait pas mot à mot ce qui avait été dit par son contradicteur, eh bien, il ne pouvait pas obtenir de gain de cause. En plus, il devait payer une forme d'amende. Alors, justement, nous voyons là, c'est très intéressant comme démarche, une ordonnance dans laquelle il est dit que c'est tout de même une question de bon sens. Être ainsi doué d'une telle mémoire que l'on puisse reprendre mot à mot, et pas seulement dans l'essence ce qu'a dit la partie adverse, vraiment, ça tient de la gageure, ce n'est pas censé, et nous avons ici un très bel exemple de loi qui va donc venir abolir une coutume. Voilà, je vous ai fourni ainsi, je vous l'ai dit, un panorama. Je n'ai pas voulu parler de tout, je n'ai pas voulu non plus vous présenter une synthèse de la législation namuroise de Philippe le Bon. Mon intention était de vous donner un certain nombre d'aperçus, comme je le disais, sur le comment et le pourquoi. Alors, pour conclure, je dirais donc que l'avantage des archives namuroises a été, puisque je puis comparer les travaux que j'ai dû mener dans plusieurs principautés, de mettre à ma disposition un corpus considérable qui n'était pas trop dispersé. La deuxième chose que je dirais, c'est que la publication de ce volume avec Namur
mais aussi avec le Luxembourg, permet de poursuivre une entreprise de longue haleine. Malheureusement, et rien n'est en route actuellement, il y a une principauté, et qui n'est pas la moindre, dont les ordonnances faites par Philippe le Bon ne sont pas encore sur le métier, c'est la Flandre. Espérons que cela vienne bientôt et que la Flandre à son tour soit bien servie. Et puis, dernier mot de conclusion, eh bien, ce sera de souligner une fois encore le côté extrêmement positif de cette collaboration qui a pu s'établir entre la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances et la Société archéologique de Namur. Ce n'est pas personnellement la moindre des satisfactions que j'en retire. Je vous remercie de votre écoute.